Alors, et ça s'enchaîne. Alors, petit mot sur nous. Donc, moi, je suis Marguerite Grandjean, directrice d'études à la Fabrique de Mobilité. Qui parmi vous connaît la Fabrique? Ah, quand même, c'est bien. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, on est une association, loi 1901, on a été créée en 2017 à l'initiative de quelqu'un au sein du service transport et mobilité de l'ADEME. On est indépendant de l'ADEME, on est financé en partie par eux. Et pour aller vite, nos activités, c'est de favoriser des dynamiques de coopération entre acteurs dans le but d'impulser, parfois porter, parfois juste accompagner la coopération de commun de la mobilité. Donc, je vais revenir sur ce qui est en commun, mais c'est vraiment ça notre vocation. On travaille sur 3 axes thématiques, donc les infrastructures numériques. À ce titre, on parle de services numériques de la mobilité, donc les MAS dont parlait Laurine, sachant que les MAS, c'est vos applications, mais c'est aussi toute une infrastructure technique derrière, donc on est investi là-dedans. Et puis les data space, les espaces de données dont je vais vous parler maintenant. On travaille aussi sur les VEI, donc les véhicules légers, donc c'est tous les petits véhicules entre le vélo et la voiture. Et puis on travaille aussi sur les questions de sobriété et d'émobilité, donc comment réduire nos mobilités contraintes subies. Alors, de quoi on va parler aujourd'hui? On va parler d'espace de données ou data space en anglais. Alors, qui connaît, qui estime, comprend ce qu'est un espace de données? Ouais, 3, 4, 5, ok. En fait, pour être un peu caricatural, personne ne comprend rien à ce que c'est. C'est normal, même les experts sont un peu perdus. Alors, j'exagère bien sûr, hein. En fait, c'est pas tant que la technique derrière est compliquée, c'est juste que c'est la prochaine étape après tout ce qui est autour de l'open data, et on est tous en train de digérer encore l'open data, donc c'est encore culturellement un peu difficile à comprendre. On va essayer d'aller voir ce que c'est. Avec deux aspects clés à retenir. D'abord le fait que ce sont des espaces d'échange de données et non pas de stockage de données, ça c'est un point clé. Et puis le deuxième point clé, c'est qu'on est bien sur un effort collectif, donc avec un effort de coopération et de gouvernance derrière. Alors, qu'est-ce que c'est un espace de données? Concrètement, vous avez un logiciel qui vous permet d'aller demander et recueillir des données auprès d'un des participants ou de plusieurs participants à cet espace de données. Donc on est sur des échanges bilatéraux en fait, au sein d'un espace commun. Donc cet outil, c'est un logiciel normal, comme on peut s'imaginer. Mais ensuite, qu'est-ce que vous avez d'autre de particulier? Vous avez une communauté de participants membres, c'est-à-dire que vous n'avez pas un logiciel qui est ouvert à tous. C'est communautaire en fait. Donc ça peut l'être selon les data space, mais c'est, comme disait le porteur de DeonaX dont on parle aujourd'hui, c'est entre ouvert. C'est ouvert, mais selon si on partage bien les mêmes valeurs et les mêmes envies. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a? Troisième point, le bullet point, mais c'est bien un troisième point, une gouvernance. Donc ça, c'est le point fondamental dans les espaces de données. Vous ne partagez pas les données de manière totalement anarchique. Vous avez des règles précises de droit d'accès et de droit d'usage de ces données. La grosse particularité des espaces de données, c'est que c'est traduit dans la technique. C'est-à-dire que vous avez dans ce qu'on appelle des smart contracts, alors ça va faire résonner des vieux souvenirs de blockchain parmi vous. Donc c'est pas basé sur la blockchain, hein. Je ne sais pas ce qui est encore basé sur la blockchain aujourd'hui, mais c'est basé sur des technologies distribuées. Donc l'idée étant d'aller plus vite dans le partage et l'échange de données. Alors, une fois qu'on s'est dit ça, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit, première chose, alors déjà, oui, une petite précision, de quoi on parle dans la mobilité? On parle de l'espace qui s'appelle EONAX. En fait, il est issu de toute la réflexion, la réglementation européenne dont on parlait Laurine. En fait, ça fait plusieurs années que les participants échangent autour des questions d'échange, de partage de données. Donc, c'est pas issu, c'est pas arrivé juste parce que la réglementation vient d'être arrivée. Ce qui s'est passé, c'est que dans la mobilité en France, EONAX est en fait issu d'une plus grosse structure qui discutait, qui préparait des choses autour de ces espaces de données qui s'appelle GaiaX. Donc il y a eu des gens qui se sont réunis autour de cas d'usage dans la mobilité. Ensuite, au moment où le Data Governance Act est sorti, ils ont pris l'opportunité pour créer une association, donc ils sont structurés en entité juridique pour pouvoir formaliser cette coopération, mais en fait ils discutaient depuis longtemps, donc il n'y a rien de nouveau là-dedans. Donc il y en a en France, mais comme le disait Laurie, c'est bien l'initiative, une impulsion européenne, donc il y en a dans d'autres pays. Et en pratique aussi, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a fusion entre espaces de données. Il y avait en parallèle d'EONAX un autre espace qui s'appelle TennisX,
qui a en fait fusionné au sein d'Eonalis et qui réalise aujourd'hui des prestations techniques pour eux. Alors, pour être concret, qu'est-ce qui se passe dans un espace de données? Vous êtes All the Way, donc je donne un exemple réel. All the Way, c'est une start-up qui prend en charge vos bagages pour aller de votre hôtel, votre centre de congrès jusqu'à l'aéroport. Donc ça va jusqu'à l'enregistrement des bagages. Vous avez besoin de discuter avec ADP, a priori. Alors là, je parle de l'aéroport de Paris parce que c'est en l'occurrence un des membres fondateurs de Eonalis. Donc All the Way a besoin de collecter des données de la part d'ADP et réciproquement, qu'est-ce qu'elle va faire spontanément? Elle va aller les acheter de manière bilatérale auprès d'ADP, tout comme une collectivité va aller acheter des données à Google, n'est-ce pas? Donc c'est ce qu'on fait spontanément, c'est des choses qui se font déjà, on achète les données. Pourquoi elle participerait à Eonalis, un espace de données? Finalement, c'est pas si simple. La réponse à cette question n'est pas si simple. Il y a deux enjeux derrière. D'abord, elle peut bénéficier d'une collecte de données plus rapide et contrôlée. Donc ça, c'est la question de la gouvernance traduite techniquement dont je vous parlais. C'est-à-dire que plutôt qu'aller chercher ADP, trouver la bonne personne, ensuite créer le contrat. Alors ça, déjà, chez ADP, ça peut vous prendre 6 mois. On est dans une grosse entreprise, donc une start-up, ça peut facilement les tuer. Donc on va aller plus vite. Ensuite, il faut créer l'API, donc il faut développer le système technique qui vous permet d'échanger. Là, à la place de ça, vous avez une infrastructure que vous avez créée auparavant, qui existe déjà en fait. Vous avez aussi établi les règles de partage d'échange entre vous, donc entre le Way et ADP, mais aussi tous les participants. Donc vous arrivez en tant que membre, vous avez directement accès au smart contract. Donc concrètement, ça veut dire que vous avez votre identité unique, mon identité All the Way. Vous avez, ça déclenche en fait un connecteur qui va vous permettre d'accéder directement aux données d'ADP uniquement au moment où vous avez besoin. Donc ça, c'est automatisé, si vous voulez. Donc ça va plus vite. Et c'est bien contrôlé. Mais il y a autre chose qui est clé dans l'utilité pour All the Way et ADP de participer à un espace de données. C'est là où, pour nous, il y a une grosse opportunité dans les espaces de données. C'est qu'en fait, All the Way va rencontrer d'autres membres. Donc c'est là où un espace de données, c'est pas uniquement un service privé qui va vous permettre d'aller plus vite, de vous connecter avec d'autres acteurs. C'est pas uniquement un service public qui vous oblige à partager vos données. C'est vraiment un espace de coopération. C'est pour ça que nous on dit que c'est un commun. On est vraiment dans un effort collectif pour aller créer ensemble de nouveaux services. C'est ça l'enjeu. Sauf que, comme je vous le disais, ça a un coût. Donc Noël va participer à ça, mais en attendant, elle va aller, c'est moins simple que d'aller acheter ces données bilatérales. Alors, qu'est-ce que je vous dis en disant tout ça? La première chose, comme je vous disais, c'est que dans un espace de données, contrairement à tout ce qui est autour de l'open data, on est bien sur l'échange de données. Alors là, j'ai mis partage, je me suis dit que c'était plus clair finalement de parler d'échange de données, parce que finalement dans l'open data, on est aussi dans le partage. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il s'agit bien d'un tuyau, c'est-à-dire que dans mon espace de données, je ne stocke aucune donnée. En fait, l'espace lui-même ne contient, ne recueille, ne stocke aucune donnée. Toutes les données restent souveraines au sein de chacun des membres. Alors, je vais vous expliquer pourquoi est-ce qu'on fait ça. La première chose, c'est une question de confidentialité, c'est ça le cœur de l'espace de données. Au lieu de mettre vos données en tant que vous êtes un business, une entreprise, vous n'allez pas mettre vos données sur le PAN, le Plan national, tout le monde sait ce qu'est le PAN. Ouais. Donc le PAN, vous mettez vos données, d'ailleurs c'est un certain type de données, c'est des données d'offres de transport, statiques en temps réel, vous n'allez pas mettre vos données de traces, d'usage. Là, d'abord parce que c'est une donnée clé, c'est de l'or, c'est votre modèle d'affaires. Et puis aussi, on a une question RGPD, vous n'allez pas mettre les déplacements de A à B de Madame Michu sur le PAN, ça n'est pas possible. Donc, en aucun cas, l'espace de données n'a accès à ces données. Ça n'est qu'un tuyau. Deuxième chose que ça permet, le fait d'être un tuyau, c'est la sécurité. Parce que si vous avez un data lake, c'est-à-dire, ça c'est les mots un peu fancy, pour parler de tout ça, mais si vous avez un stockage de données qui regroupe des données d'ADP, vous imaginez Air France, KLM, etc., vous imaginez s'il y a une faille de sécurité, là c'est embêtant. Donc ça permet de garantir une plus grande sécurité. Et puis la dernière chose qui est fondamentale, c'est la question de souveraineté des détenteurs de données. Et ça c'est très important quand on parle de coopération entre acteurs privés. Parce qu'en fait, ils gardent les détenteurs de leurs données clés stratégiques. Ils acceptent ou pas de les partager avec d'autres, selon une coopération choisie. Alors, je vous ai donné l'exemple de Dialogue, je ne sais plus si tu l'as mentionné, Laurie, mais Dialogue n'est pas un espace de données, c'est bien de l'open data, c'est une start-up d'État qui permet de numériser les arrêtés de circulation.
Mais dialogue dit bien que dans la numérisation des arrêtés de circulation, en aucun cas il y a contrôle de l'État. C'est-à-dire que la start-up d'État permet juste de numériser. Ils ne vont pas aller voir dans le contenu des arrêtés, qui est la compétence des collectivités, pour voir si c'est bien fait ou pas. Ce n'est pas leur rôle, ils sont juste un tuyau pour mettre en ligne. Alors, une fois qu'on a compris que c'était bien un espace d'échange de données, ce qu'il faut bien comprendre, c'est cet aspect collectif dont je vous ai parlé. Donc, je vous ai dit pourquoi est-ce que The Way ne choisit pas de faire du bilatéral. Finalement, qu'est-ce qu'elle fait si elle accepte de participer à cet espace de données? Elle va mettre son intérêt individuel au service de l'intérêt collectif. Pour voir à la fois plus grand, donc des coopérations entre acteurs privés, mais aussi, on l'espère en tout cas, pour l'instant c'est pas trop le cas, avec des acteurs publics, locaux ou nationaux, aussi avec d'autres acteurs, associatifs, etc. Et à plus long terme, c'est la théorie des jeux en fait. Hein. Soit vous décidez que vous allez le faire tout seul, mais dans ce cas-là vous ne savez pas ce que fait votre concurrent, vous avez un risque stratégique à court, moyen, long terme, soit vous décidez de travailler ensemble pour améliorer le secteur. Un peu les mêmes raisonnements économiques que derrière l'open source. Hein. Quand Tesla ouvre tous ses designs, c'est pour faire avancer le marché dans l'ensemble. C'est pas pour faire avancer uniquement eux-mêmes, parce que s'ils font ça, il n'y aura pas d'infrastructure de véhicules électriques déployés par l'État, parce qu'il n'y aura pas l'intérêt. Donc, pourquoi dans la mobilité on a besoin de ces coopérations? On en a besoin particulièrement, j'appelle ça un mal nécessaire, parce que comme je vous disais, souvent c'est difficile de faire entrer les acteurs dans des logiques de coopération. Pourquoi est-ce qu'on en a besoin et pourquoi les acteurs sont quand même intéressés par ces histoires d'espace de données? Pourquoi les discuter avant même que ce soit réglementaire? Parce qu'on a des acteurs hétérogènes dans la mobilité, ça ne vous a pas échappé. Au-delà des AOM plus les opérateurs de transport classiques, on a les opérateurs de micromobilité, etc., qui ont explosé. On a les opérateurs numériques, les différents types d'intermédiaires numériques. Tout ça, ça doit se parler. Et ça, je ne parle que du privé, il y a aussi la question de l'interaction entre le public et le privé et des différents échelons entre les différentes strates publiques en France. Donc ça veut dire qu'on a un ensemble d'acteurs hétérogènes, particulièrement en mobilité, c'est vrai dans la plupart des secteurs, mais particulièrement ici, qui justifient d'avoir un espace de coopération concret en échangeant des données. C'est vraiment, comme je vous disais, la prochaine frontière, c'est vraiment l'échange de données concret. Parce que sinon, il y a des espaces d'échange de coopération un peu, voilà, on va réfléchir à de nouveaux projets, mais quand il s'agit d'échanger l'or de mon modèle d'affaires, on est sur autre chose, on est sur quelque chose de concret. Et puis on a aussi besoin d'échanger des données concrètes entre secteurs. Là, nous, on est investi, je vais vous en parler, mais sur le tourisme. Le tourisme ne parle pas beaucoup à la mobilité. Alors, en fait, c'est complètement à l'interaction. Donc c'est essentiel que différents secteurs puissent se parler. Là, Anaïs, il se trouve, est investi dans le tourisme et la mobilité, mais je pourrais dire ça de plusieurs autres acteurs. Donc, la conclusion de tout ça, c'est que c'est pas un espace de données, c'est pas uniquement un outil business. Hein, c'est ce que nous dit le chef de projet actuel d'Eunamix. C'est bien un écosystème qui vise à résoudre des problèmes qu'on ne résoudrait pas ensemble. Alors, c'est pour ça que nous, on parle de commun, c'est qu'une fois qu'on a dit ça, déjà, il faut se dire que c'est intéressant de participer à ce type d'espace, et puis ensuite, il faut arriver à l'organiser. Donc, l'organiser, ça veut dire créer, animer une communauté qui se fait confiance, et ça veut dire créer une gouvernance qui réponde aux objectifs que se donne l'espace. Quand on parle de commun, on a ce qu'on appelle la tragédie du commun, que vous connaissez peut-être, c'est-à-dire le phénomène du passage du clandestin. Vous allez avoir quelque chose, un espace qui existe, qui est entrouvert certes, mais dans lequel vous pouvez participer. Si vous choisissez de ne pas participer activement, vous allez pouvoir utiliser la ressource, mais finalement, ça va être d'autres personnes qui vont la créer, la maintenir pour vous. Vous allez quand même avoir le droit de l'utiliser. Donc on ne veut pas ça. On ne veut pas non plus avoir une gouvernance très lourde, ce qui est un peu le cas actuellement au sein des Anaïs, ils ne s'en cachent pas d'ailleurs, parce qu'on a des grosses entreprises, donc c'est long, c'est des timings longs, les compétences ne sont pas forcément les mêmes, les intérêts ne sont pas forcément les mêmes dans chaque entreprise. Donc on veut quelque chose qui puisse à la fois être souple et à la fois être quand même contrôlé. Tout ça, finalement, c'est des choses que nous on explore au sein de ce qu'on appelle les communs numériques, qui nous paraissent, c'est pour ça que ça nous paraît important de se rappeler que cet aspect collectif est commun. Donc finalement, quand on parle d'espace de données, on a bien une ressource partagée, donc logiciel d'échange de données, on a une communauté de membres qui acceptent de participer, qui sont motivés par l'échange de données, et puis on a une gouvernance établie par les membres pour réguler les droits d'accès et d'usage à cette ressource. Ça, c'est exactement les trois constituants de ce qu'on appelle un commun. Donc un commun, ça a été théorisé par la politiste Elinor Ostrom, peut-être certains d'entre vous connaissent, elle a gagné le prix Nobel en
entre guillemets, d'économie en 2009 avec son mari, et elle a théorisé cette question, ces trois piliers, ainsi qu'un certain nombre d'autres choses autour des communs. Donc ce que ça nous dit, je vous l'ai dit, hein, pourquoi je convoque en fait ce cadre théorique et cette expérience des communs, parce que les communs il y en a plein, hein. Pour vous donner l'exemple le plus simple, c'est Wikipédia. C'est géré par la communauté, c'est une ressource encyclopédique partagée, c'est une communauté très investie et auto-gérée. Pourquoi c'est important? Parce que ça va provoquer le fait, comme je vous l'ai dit, que c'était ni public ni privé, c'est-à-dire qu'on est sur un objet un peu hybride. Du coup, c'est pas facile à mettre en place, c'est pour ça que nous on est là, qu'on nous appelle, parce que vous n'êtes pas sur un service marchand, donc c'est pas si simple de développer un commun, c'est pas si simple que vous allez trouver des clients, vous allez déployer votre outil. C'est difficile en fait de faire venir des gens, il faut arriver à les convaincre. Alors certains sont déjà convaincus, il y en a pas mal, hein, parce que heureusement la donnée, c'est quand même 15 ans, 20 ans qu'on en parle, donc ils commencent à comprendre l'intérêt. Mais une fois qu'on a fait ça, qu'on a notre communauté, il faut en plus articuler, comme je vous l'ai dit, la gouvernance sans tomber dans des risques de lourdeur ou de lenteur. Donc c'est pas évident. Qu'est-ce qu'on peut apprendre de cette logique de commun? Alors je vous ai donné deux exemples, hein, mais il y en a d'autres. Une confusion fréquente par exemple, qui se pose vraiment très régulièrement dès qu'on participe à un commun. Alors nous on en opère plein, hein, des communs, il n'y a pas que les espaces de données. Mais c'est, moi par exemple une collectivité, moi je ne peux pas venir dans un outil comme ça partagé parce que je n'ai pas le temps. C'est souvent une question de temps, ce qui est réel, mais en fait ce qu'il faut bien comprendre c'est qu'on a une question de rôle, donc je peux participer en tant que participant financier, mais on peut tout à fait imaginer, c'est le cas actuellement, certaines entreprises qui financent pour avoir un pied dedans, pour voir un peu ce qui se passe, donc peu actif. On peut avoir aussi une collectivité, un acteur public qui va plutôt être un peu garant de l'intérêt général, parce que pour l'instant ça n'est pas le cas, hein. L'intérêt général n'est pas au cœur des préoccupations des espaces de données, pour l'instant c'est plutôt du privé. Donc je vais faire un appel à l'action, mais il est temps que s'il y a des collectivités parmi vous, que vous mettiez un pied là-dedans, ainsi que l'État, pour justement prendre ce rôle, alors non pas d'orientation, en tout cas non pas de déployer une vision dans une logique un peu jacobiniste, mais plutôt de participer et de pouvoir rappeler l'idée de transition écologique, l'idée de décarboner nos mobilités et d'autres objectifs de mobilité. Donc on peut avoir un rôle d'acteur public qui soit garant de l'intérêt général, on peut avoir un rôle de technicien, donc de prestataire technique qui va venir contribuer au code qui est en général open source dans des espaces de données. C'est en général une partie open source et puis une partie qui n'est pas forcément, mais en tout cas on peut contribuer. Alors en général ces prestataires techniques sont financés également pour ça, c'est-à-dire qu'on peut aussi participer à un commun tout en gagnant de l'argent en tant que contributeur, ça c'est pas contradictoire. Donc il y a plein de rôles à définir. Ce qui est compliqué pour nous à comprendre, c'est que justement, c'est pas quelque chose de linéaire avec, comme j'ai dit, un service marchand et des clients. Donc voilà, c'est pas un produit avec ses clients. On est plusieurs, il y a plein de rôles différents. Donc il faut arriver à comprendre ça, à se mettre à cette place-là et à s'insérer là-dedans. Il faut arriver aussi à sortir des logiques de pouvoir qui peuvent, disons, de contrôle qui sont encore présentes à la fois chez les acteurs privés comme publics, hein, où il y a une volonté de contrôler en fait, la chaîne de valeur, donc l'ensemble de la plateforme, pour contrôler ce qui en sort. Dans un commun, ça ne peut pas marcher. En fait, on peut pas, une plateforme comme ça ne fonctionnera pas si on veut la contrôler, parce qu'il faut laisser de la liberté de manœuvre aux acteurs qui en font partie. On peut, si on n'est pas technicien, ni financeur, ni garant de l'intérêt public, on peut aussi être animateur de groupe de travail métier. Ça peut être par exemple intéressant pour des startups ou des entreprises éventuellement plus petites que celles qui peuvent financer pour générer de nouveaux cas d'usage, de nouveaux cas business en fait. Donc on a tout plein de rôles. Et puis un autre aspect, donc, je vous ai parlé de la lourdeur de la gouvernance qui est un réel risque, et on le voit hein, vraiment, aujourd'hui c'est un risque dans les espaces de données. Là où il faut faire attention, c'est la question de la phase de vie où on est. C'est-à-dire que si vous êtes dans un nouveau projet, un nouveau cas d'usage, vous ne voulez pas que ce soit validé par 50 instances successives, vous n'avez pas le temps, sinon ça va prendre 8 mois. Mais comme je vous l'ai dit, on est dans des cas actuellement de grosses entreprises, donc ils veulent faire très attention, bien sécuriser les cas d'usage, ce qu'on comprend, mais il faut, là dans ce cas-là, créer un bac à sable. C'est ce qu'on a fait avec Télémisix dont je vous parlais. Ils ont créé un petit bac à sable à la fois de gouvernance et à la fois technique pour pouvoir embarquer les expérimentations plus rapidement, sans adoption formelle.
Alors voilà, j'espère que c'est plus clair peut-être pour vous les enjeux de l'espace de données. Nous, on pense que c'est important pour saisir l'opportunité de créer des coopérations et de faire de vrais nouveaux usages pour la transition écologique et sociale. Alors, du coup, je vous indique un peu là où on est investi. À l'origine, en fait, on s'est retrouvé là-dedans à travers, comme je vous l'ai dit, les services numériques de mobilité et nos activités dans la standardisation de divers standards numériques. On a aussi participé à la feuille de route SGPE, vous avez peut-être suivi, numérique et données. Et aujourd'hui, ce qu'on fait de concret, c'est qu'on a un commun, donc on opère, qui s'appelle MOB, qui est en fait un compte mobilité, qui vous permet de certifier votre identité, qui est notamment utilisé dans le registre de preuve du covoiturage dont parlait Laurine. Ça vous permet de garantir que oui, vous êtes bien la personne qui a covoituré dans la voiture. Donc c'est un outil technique. Hein. Et ça va opérer une partie de la brique identité au sein de l'ENAIX. Donc ici, on a un rôle de prestataire technique, sous-prestataire technique. C'est un des rôles qu'on porte, puisque le contributeur peut porter plusieurs rôles. Je peux continuer la complexité. On participe également aux actions de standardisation de ce type de briques. Et puis les deux autres grosses actions qu'on a autour de ces espaces, c'est on a été en fait lauréat autour d'un projet qui s'appelle France Tourisme Tech. Vous avez peut-être entendu parler, c'est la DGE, donc la partie tourisme en fait, à Bercy, qui a géré ce programme. Donc il y a plusieurs startups qui sont lauréates autour d'un tourisme plutôt durable, plutôt dans cette direction, quand même, c'est une bonne nouvelle. Et donc nous, en fait, on accompagne dans la coopération une communauté de startups numériques autour des questions de partage de données. On a aussi une autre thématique autour de l'accessibilité. Donc l'enjeu ici, c'est de faire se parler des startups, des grosses entreprises, etc. Et du coup, ici, ENAX va avoir un rôle important. Donc nous, notre rôle, c'est bien de faire se parler justement ces acteurs hétérogènes. Et puis enfin, on a un partenariat aussi avec l'ADEME qui couvre différents sujets, dont un sur les data space. Et ici, c'est un appel pour vous, si ça vous intéresse, c'est ouvert. Nous organisons en fait 3 sessions de travail, 3 groupes de travail autour de ces espaces de données. L'idée étant déjà de se familiariser avec le concept, d'atterrir sur des cas d'usage concrets, de mobiliser les acteurs publics à venir, se saisir de ce sujet, parce que c'est assez urgent. Et donc ici, on accueille tout type de personnes, donc vous êtes les bienvenus pour participer. Je vous ai mis ici le mail de mon collègue Ghislain de la qui n'a pas pu venir, parce que venir de Chambéry jusqu'à Bordeaux, ça prend environ 5 heures. Mais du coup, c'est à lui que vous pouvez écrire pour vos questions et votre participation. Merci.